Et salut l'équipe, on se retrouve pour évoquer l'avant-dernier épisode de la saison 1 d'House of the Dragon, le 9e qui d'habitude, s'il se place dans la tradition de Game of Thrones, est un épisode où il y a beaucoup de choses qui se passent et vous allez voir que c'est réellement le cas. Cet épisode était appelé le Conseil Vert et c'est tout à fait logique puisqu'il va se concentrer essentiellement sur ce qu'il se passe à Port-Réal et au Donjon Rouge juste après la mort du roi Viserys Ier. Dans le livre Fire and Blood, c'est un passage très important de l'histoire et c'est là que les personnages vont révéler leur véritable nature mais aussi et surtout leurs plans pour le futur. L'épisode commence comme d'habitude avec le générique et il y a déjà une très grosse évolution. Tout d'abord Viserys Ier dont la couronne est emplie de sang, cela signifie effectivement que le roi est mort et qu'on passe à un nouveau souverain et que la question de la succession sera au cœur de cet épisode, mais aussi fait très important, on peut voir que lors de l'union entre Viserys et la reine Alicent Hightower, il y a bel et bien 4 lignées du sang qui continuent. On a tout d'abord les 3 enfants du couple royal qu'on a déjà vu, Aegon, Helaena et Aemond, et enfin le 4e c'est Daeron, un personnage qui est pour l'heure absent de la série mais qui est véritablement là grâce à cette lignée du sang royal, et J.R.R. Martin s'est exprimé il y a quelques jours à ce sujet en disant que le personnage était à Villevieille et qu'il n'a pas été introduit dans l'histoire par manque de temps, mais je vous avoue que son absence n'est pas trop dérangeante puisque ce personnage ne fait pas grand chose à l'heure où je vous parle dans l'histoire. La lignée du sang royal continue et l'on peut voir que le couple Aegon et sa sœur épouse Helaena Targaryen ont eu eux aussi des enfants et l'épisode nous donnera l'occasion de les voir en train de jouer un peu plus tard alors que leur mère Helaena Targaryen est en train de les surveiller. Comme quoi rien qu'avec ce générique on peut tirer beaucoup d'informations sur la continuité et la lignée royale des Targaryens. L'épisode s'ouvre dans la nuit et j'ai vraiment adoré cette atmosphère. On voit que le donjon rouge est plongé dans les ténèbres, que certains serviteurs commencent à s'affairer autour de la personne royale, notamment un jeune garçon de chambre qui se rend compte que le roi est mort. C'est là aussi l'occasion d'avoir encore une superbe musique de Ramin Djawadi au piano, une musique mélancolique pour montrer que les temps heureux sont derrière nous et l'aspect ténébreux du donjon rouge et du trône de fer ne nous trompe pas, on va avoir beaucoup plus de parts de ténèbres dans le futur. Il y a déjà une petite différence avec le livre Fire and Blood, puisque dans celui-ci, on nous dit que c'est le serviteur qui court directement voir la reine pour l'informer de la mort de son époux. Or là, c'est différent. Le jeune garçon de chambre va d'abord rendre des comptes à la serviteuse Talia, qui est une espionne au service de Mysaria, mais qui va quand même en informer la reine Alicent Hightower. Il y a donc eu un intermédiaire de plus, mais vu qu'il y a tout ce jeu d'espion qui n'était pas forcément présent dans le livre, eh bien c'est justifié aux yeux de la série et cela ne dérange en rien. J'aime beaucoup le fait que la reine est très accablée par ce qu'il se passe, elle est vraiment touchée et attristée par la mort de son époux, ce qui vient peut-être remettre en cause la théorie comme quoi ce serait elle qui aurait empoisonné volontairement son époux pour accélérer l'accession au trône de son fils Aegon. Là c'est totalement différent et j'aime beaucoup cette nuance là. Le fait qu'elle pleure beaucoup plus tard devant le corps de son époux qui est en train d'être préparé était aussi une très bonne chose pour montrer qu'elle aimait véritablement son époux et que sa disparition l'attriste énormément. D'ailleurs là aussi on a encore une subtilité par rapport au livre. Dans la série j'ai l'impression que toute l'action se déroule sur 1 voire 2 journées, or dans le livre on nous explique bien que c'est pendant une semaine que toutes les tractations politiques vont être orchestrées et là on voit aussi un petit peu toute la différence et je pense qu'ils ont essayé de donner un petit peu ce côté humain à Alicent qu'elle n'a pas forcément dans le livre où elle est beaucoup plus froide et distante par rapport à la mort de son époux. Là elle montre vraiment des sentiments et de la tristesse par rapport à la perte de son époux, or dans le livre elle est totalement détachée, peut-être parce qu'on n'a pas accès directement à sa sensibilité ni à ses sentiments, mais en tout cas dans le livre elle laisse pourrir le corps de son époux sur le lit et l'odeur est infecte pendant une semaine au sein du donjon rouge. J'aurais aimé voir cette scène, peut-être que ça aurait rajouté vraiment de la tyrannie et un aspect monstrueux au personnage d'Alicent, mais je peux comprendre aussi qu'ils veulent montrer que c'est une femme sensible qui est attristée par la mort du roi et de fait elle n'est pas aussi détachée que cela nous était raconté dans le livre. C'est peut-être aussi parce que le livre Fire and Blood est un livre très orienté et que à l'intérieur même de ce livre il y a plusieurs points de vue qui s'affrontent et que Alicent Hightower est très mal jugée. Ça me fait aussi beaucoup penser à la légende noire entretenue par certains historiens romains qui ont écrit des récits sur les premiers empereurs et en fait la plupart de ces récits étaient très négatifs vis-à-vis des empereurs. Je pense que le livre Fire and Blood a aussi ce côté négatif par rapport à la vision représentative du camp des Verts et que ainsi notre vision est peut-être biaisée par rapport au livre alors que dans la réalité Alicent n'était pas aussi tyrannique que cela. Donc c'était pas mal de montrer ces deux poids deux mesures et de voir qu'on a affaire à quelque chose de totalement différent par rapport au livre, ou au contraire, peut-être que
le showrunner a décidé de suivre une voie totalement différente sous les conseils avisés de J.R.R. Martin, qui, je le rappelle, a quand même un droit de regard sur le scénario et qui a peut-être donné certaines informations et directives pour corriger sa propre histoire. Vient ensuite toute la scène du conseil restreint des Verts, et c'était là aussi une séquence très importante dans le livre parce que là-dedans, on va voir véritablement la fracture au sein même de la royauté. Certains qui exercent des charges très importantes vont plutôt se ranger dans le camp de Rhaenyra et d'autres vont plutôt militer en faveur d'Aegon II, et c'était très important de montrer qu'il y avait aussi cette fracture au sein du conseil restreint. J'ai également beaucoup apprécié le fait qu'en réalité, Otto Hightower et les autres avaient déjà tout planifié en cas de mort du roi et que Alicent n'était pas au courant. Ça montre là aussi qu'étant une femme, elle n'est pas forcément mise au courant de toutes ces informations. Et là, on va peut-être rebondir sur ce qui est dit plus tard avec Rhaenys. Lorsque Alicent va essayer de rallier la princesse Rhaenys à sa cause, eh bien l'épouse de Corlys Velaryon va lui dire très clairement qu'elle a choisi le camp de Rhaenyra et qu'elle reste une femme, elle ne peut donc pas gouverner, elle reste avant tout un pion dans les mains des hommes. Et c'était intéressant de voir que à travers cette discussion entre Rhaenys et Alicent, elle va essayer de faire prendre conscience de cela à Alicent et lui dire que c'est beaucoup plus intéressant de créer sa propre histoire et de rester maîtresse de son destin. En plus, j'aime beaucoup le fait que Rhaenys va lui dire « tu ne t'es pas imaginé sur le trône de fer », peut-être là aussi pour essayer de semer quelques graines de la discorde, sachant que le clan des Verts est très bien structuré. Rhaenys a peut-être planté cette idée dans la tête d'Alicent afin qu'elle germe plus tard et que peut-être elle puisse donner naissance à des dissensions au sein du clan des Verts. C'était subtil, mais j'ai beaucoup apprécié cette discussion. On revient maintenant sur le Conseil Vert, et là où il y avait une séquence très importante dans le livre, Criston Cole va tuer Lord Liman des Essaims. À la différence des livres où Liman des Essaims se lève et puis il se fait rasseoir et se fait trancher la gorge, House of the Dragon nous propose sa propre version de la mort de Liman des Essaims, et j'ai trouvé cela assez justifié, même si effectivement j'aurais peut-être préféré qu'une des morts racontées dans le livre soit mise en scène dans la série. Dans le livre, on a plusieurs versions, deux qui nous racontent que c'est Criston Cole qui a tué Liman des Essaims, et enfin une troisième qui dit que c'est Otto Hightower qui a fait enfermer Liman des Essaims et qu'il a attrapé froid dans les cachots, ce qui le tuera. Donc là, il y a vraiment une différence. J'aurais beaucoup aimé que, en fait, Criston Cole l'égorge parce que il ne voulait plus entendre ses paroles, et là, il va carrément lui encastrer la tête dans la pierre. C'était pas mal pour montrer que Liman des Essaims s'est écarté de la vision de la succession et que de fait, il en a payé le prix fort. J'ai également beaucoup apprécié que, dans cette scène, on a aussi une dissension au sein de la garde royale. On a Criston Cole qui défend la reine Alicent, et de l'autre côté, le Lord commandant Harold Westerlin qui refuse de participer à cette trahison et qui abandonne sa charge de Lord commandant pour très certainement aller rejoindre le camp de Rhaenyra Targaryen. Une différence là aussi dans le livre, puisque à cette époque, Harold Westerlin n'était plus le Lord commandant, il était tout simplement mort, et c'était déjà Criston Cole qui était à cette charge. Ça m'a fait pas mal penser à cette séquence où Sir Barristan Selmy abandonne la charge de garde royale sur ordre un petit peu forcé de Joffrey Baratheon et Cersei, et là c'était pas mal aussi de voir qu'il y avait un parallèle et que potentiellement Harold Westerlin va aller honorer sa parole et ainsi suivre l'autre camp, celui de Rhaenyra, parce que c'est l'héritière légitime selon la volonté du roi Viserys. Le conseil restreint est aussi l'occasion de voir que les plans sont différents. Alicent milite plutôt pour une accession au trône pacifique, alors que Otto Hightower y est beaucoup plus véhément et qu'il va dire au contraire qu'il faut mandater une mission expéditive pour tuer la famille de Rhaenyra et ainsi mettre fin à toutes ses prétentions royales. Là aussi, il y a pas mal d'informations et c'était très important de montrer que Alicent défend quand même son ancien ami, alors qu'à l'inverse, son père est beaucoup plus expéditif. On a également le Lord Lannister qui ne va avoir aucune objection à ce que Rhaenyra soit exécutée. C'est normal, vous me direz, il n'a pas forcément apprécié que cette dernière l'écarte au profit de Lénore Velaryon. La suite de l'épisode nous montre toutes les ficelles de la mise en place du plan du clan des Verts, et c'était judicieux de montrer toutes les préparations pour justifier l'accession au trône du roi. Et là où c'était pas mal, c'est qu'on a deux missions parallèles qui sont lancées, une lancée par Otto Hightower avec les jumeaux Cargill qui vont essayer de retrouver Aegon II, et enfin une autre orchestrée par Alicent qui va mandater Criston Cole, mais aussi et surtout son fils Aemond Targaryen qui se greffe à la mission et qui vont essayer eux aussi d'œuvrer dans l'ombre pour retrouver Aegon qui est mystérieusement disparu. J'ai beaucoup apprécié cette immersion dans les rues de Port-Réal, ça permettait de donner la parole au peuple et c'était très intéressant. Ça m'a rappelé un petit peu la première saison de Game of Thrones où Ned Stark était lui aussi très souvent dans les rues de Port-Réal pour s'informer ou apprendre des choses, notamment avec Peter Baelish ou Gendry qu'il va essayer de trouver, et c'était pas mal d'avoir ce petit parallèle, même si j'ai beaucoup apprécié que les deux missions étaient
plus ou moins orchestrées dans le même but, c'est-à-dire trouver Aegon II. Reste à savoir laquelle va arriver à ses fins en premier, et c'était pas mal d'avoir cette immersion dans les rues de la ville, ça manquait et c'est vrai que c'était bien vu. Mais aussi et surtout une séquence très intéressante qui se déroule dans une arène clandestine où des enfants s'affrontent pour amuser le peuple, et on se rend compte qu'en fait le prince Aegon adorait venir ici parmi le peuple et qu'il prenait un malin plaisir à regarder les enfants se mettre sur la gueule. Donc là aussi c'était pas mal d'avoir cette histoire et de voir que au passage on découvre un des enfants bâtards du prince, là aussi quelque chose qui je pense fera grand bruit dans le futur, mais en tout cas c'était très bien vu de montrer toute cette séquence et de voir que le prince Aegon n'a pas forcément envie de cette vie de roi et qu'il veut au contraire avoir plutôt une vie un peu de baroudeur, à l'image de son oncle Daemon qui était quant à lui aussi très souvent en ville et qui passait le plus clair de son temps dans la saleté et les rues poisseuses de la ville plutôt qu'auprès de son frère le roi Viserys. Donc là aussi quelque chose de judicieux pour montrer l'hésitation du prince et le fait qu'il ne veut pas de la vie royale qui lui est destinée. Et au contraire, il y en a bien un qui se dit beaucoup plus digne de cette charge, c'est le prince Aemond Targaryen qui va dire à Criston Cole qu'il a véritablement envie d'être le roi et que par cela il est prêt si jamais son frère manquait à l'appel ou au contraire s'il venait à mourir. Donc là aussi c'était pas mal pour montrer les prétentions de ce prince et le fait qu'il est totalement prétentieux et qu'il a envie d'exercer cette fonction de roi. Là aussi, outre l'admiration pour son oncle Daemon Targaryen, c'est aussi une autre part de son oncle qui se reflète en lui, celle qui voulait accéder au trône de fer et à la haute charge prestigieuse. Daemon s'estimait être le digne héritier de son frère, il aurait aimé être roi, mais c'est au contraire quelqu'un d'autre qui a été nommé. Aemond est un peu dans cette disposition, il admire son oncle et il reflète un petit peu ses prétentions royales et j'ai trouvé cela très intéressant pour la psychologie du personnage et le futur. Et pendant que les recherches continuent, on a Otto Hightower qui fait preuve d'autorité et qui va forcer les membres de la cour royale à rendre hommage au futur roi Aegon II. Ils vont devoir renier leur serment fait au roi Viserys qui est mort et ne plus soutenir la princesse Rhaenyra Targaryen. Tout le plan se met en place et que les opposants politiques sont vite arrêtés. Larys Ford n'est jamais très loin pour orchestrer tout cela et on verra un peu plus tard que le personnage est un peu plus pervers qu'il n'y paraît. C'était pas mal aussi de montrer que toute la cité est verrouillée et qu'il ne faut pas qu'une seule information puisse sortir du donjon rouge. C'est d'ailleurs pour cela que tous les serviteurs qui gravitent dans le palais royal sont enfermés dans les cachots, mais aussi et surtout ce seigneur, dont je n'arrive pas forcément à identifier la maison, qui essaye de s'échapper et qu'on retrouvera plus tard pendu, parce qu'il a voulu informer la princesse Rhaenyra de tout ce qu'il se passait à la cour, et Otto Hightower fait là aussi preuve d'autorité en disant que ce dernier va être remis à la justice du roi, là aussi un symbole très important pour les traîtres. Et je pense que ça ne sera pas le dernier à passer sous la potence. Et c'était sans compter sur le jeu des espions, et c'est Mysaria qui tire son épingle du jeu lorsqu'elle va discuter avec Otto Hightower. C'était pas mal de voir qu'en fait elle connaît tout ce qu'il se passe à la cour royale et au palais, alors que Otto Hightower a essayé de verrouiller le plus d'informations. En réalité c'est la servante Talia qui a fait fuir l'information. La discussion entre Otto Hightower et Mysaria est très importante parce qu'en divulguant certaines informations et notamment où est caché le prince Aegon, eh bien elle va montrer qu'elle est capable de mettre à mal le pouvoir royal et de fait elle tient un petit peu le conseil restreint par ces informations. C'était là aussi très subtil à saisir parce qu'à un moment elle va avoir une phrase qui m'a fait étonnamment penser à une discussion entre Olenna Tyrell et le grand moineau. Lorsque Olenna Tyrell le menace d'une guerre ouverte, le grand moineau lui fait comprendre qu'il n'est peut-être pas une puissante armée mais qu'à l'inverse ils sont un très grand nombre et que ce sont les hommes qui font avant tout le pouvoir des puissants et que de fait c'est lui qui détient un petit peu le clé du pouvoir. Donc là aussi c'était subtil à saisir et j'ai beaucoup apprécié le fait que ce soit Mysaria qui le dit à Otto Hightower, là aussi le puissant face à quelqu'un qui est beaucoup plus humble et qui vient du peuple et qui le tient grâce à ses nombreuses informations et à ses moyens de pression. Aegon se cachait à Fosse Dragon, il ne voulait pas vraiment avoir cet héritage ni tout ce poids sur les épaules et c'était pas mal d'avoir cette discussion et le fait qu'il refuse un peu l'héritage de son père. On a aussi un affrontement entre Criston Cole et l'autre garde royale, tandis que son frère jumeau va s'échapper et peut-être là aussi rejoindre le clan de Rhaenyra parce qu'il n'estime pas Aegon II digne de cette tâche et que pour lui, le fait qu'il aille admirer des enfants qui se battent dans une arène clandestine, ça ne représente rien de bon pour la suite, ça montre bien qu'il y a un déséquilibre à venir et que ce futur roi n'appréciera que le coup du sang et de la bagarre. C'était là aussi l'occasion d'avoir une confrontation entre les deux frères. Aegon lui dit qu'il a envie de partir et de vivre son aventure ailleurs, et c'était intéressant de voir là aussi la confrontation entre les deux visions. Comme je vous ai dit juste avant, l'un a une envie d'aventure un petit peu comme son oncle Daemon, alors que l'autre a un désir de pouvoir comme son oncle Daemon. On a un peu cette fracture entre les deux frères, même si les deux vont se retrouver et comprendre qu'il faut aussi restructurer
resterait la famille après la mort du père et que c'était hélas la seule chose à faire pour resolidifier toute leur famille. Vient ensuite le dernier tiers de l'épisode, le plan est défini, tous les personnages savent ce qu'il faudra faire pour le futur, et là où j'ai trouvé cela bien vu, c'est qu'on a une discussion entre Otto Hightower et Alicent. Les deux personnages ont discuté et là j'ai un peu, peut-être moi là aussi, cette impression d'avoir Alicent qui dit à son père que en fait elle est là où elle est parce que son père l'a voulu et que le fait qu'elle défende sa famille, eh bien c'est un peu les paroles du père qui transvasent à travers la volonté de la fille. C'est comme si elle avait été façonnée de A à Z par son père et que par ses actes, eh bien elle n'est que le porte-voix de sa volonté. C'est d'ailleurs pour cela que Otto Hightower lui dit comme tu voudras, alors qu'elle vient de dire que pour le couronnement de son fils, il faudra qu'il ait la couronne d'Aegon le Conquérant pour montrer qu'il a conquis son trône, mais aussi et surtout l'épée feu noir qui est habituellement réservée à l'héritier du trône ou tout simplement au roi. C'est l'épée du Conquérant et cela montre bel et bien la volonté d'Alicent. Elle veut conquérir le trône au nez et à la barbe de Rhaenyra. Et c'est là où il y a tout un changement de dimension parce que Alicent était plutôt quelqu'un de passif jusque-là. Elle laissait les autres tirer les ficelles pour elle. Là, elle embrasse pleinement son rôle de reine-mère du royaume, un peu comme Cersei après que son père Tywin Lannister soit mort. Eh bien c'est elle qui décide et qui va orchestrer tout le couronnement de son fils. Ça me renvoie à la scène où Larys Strong avait fait assassiner les membres de sa famille à Harrenhal et qu'il en avait fait part à Alicent et qu'elle était choquée par cette décision. Là, elle va valider un futur acte de Larys Strong. Le fait que ça soit lui qui orchestre l'incendie de la maison de Mysaria pour éliminer le ver blanc, c'était très important pour montrer que c'est désormais Alicent qui dirige et qui orchestre véritablement les coups bas, alors qu'avant elle était beaucoup plus passive. Par contre, là où il y a une scène un peu bizarre, c'est que Larys Strong en fait il est fétichiste des pieds et ça rajoutait un peu de bizarrerie au personnage, donc là aussi pour moi ça rajoute un petit vice à ce personnage, ou alors c'est un clin d'œil à Quentin Tarantino qui est un fétichiste des pieds. Là pour moi je n'en ai pas la moindre idée, mais c'était intéressant de voir ce personnage et de rajouter ce côté un peu étrange à son histoire. Et enfin la dernière partie était centrée sur tout ce qui se passe à Fosse Dragon. Entre temps l'un des gardes royaux a embarqué Rhaenys pour la faire sortir secrètement et c'était pas mal de revisiter certaines scènes, notamment en passant devant le crâne de Balerion la Terreur Noire. Elle abandonne un peu son rêve de rester près du trône de fer et ainsi elle embrasse une toute autre destinée en rejoignant le clan des Noirs. J'ai aussi beaucoup apprécié le fait que toute la population soit forcée d'entrer dans Fosse Dragon, cette immense cathédrale destinée aux dragons, et il y avait toute une mise en scène pour forcer la main et dire que Aegon II est le roi légitime. C'était très important d'avoir cette mise en scène, tout d'abord dans la forme, le fait que ça se déroule à Fosse Dragon n'est pas anodin, c'était peut-être assez subtil à saisir, mais Fosse Dragon est un grand bâtiment construit par Maegor le Cruel, un roi qui n'a pas laissé un très bon souvenir, et en plus c'était un usurpateur qui a outrepassé les droits de la succession pour être proclamé roi, donc là aussi peut-être une subtilité en disant qu'Aegon II est couronné ici, c'est un usurpateur mais il se cherche quand même une légitimité et par cela il se construit sa propre légitimité, tout d'abord avec l'épée feu noir comme je vous l'ai dit qui est en acier valyrien et qui représente la puissance du conquérant, mais également la couronne d'Aegon le Conquérant qui était aussi portée par Maegor le Cruel, un usurpateur, pour affirmer son autorité, et c'était intéressant d'avoir aussi une différence avec le livre parce que dans Fire and Blood la couronne est sertie de rubis rouge, là il n'y en a qu'un seul, je vous avoue que ça me dérange pas totalement. On a déjà vu dans le passé que les couronnes étaient beaucoup plus réalistes alors qu'à l'inverse dans le livre elles ont des aspects différents. Je ne vais rien dire là-dessus, au moins elle a un rubis, c'est mieux que rien. C'est aussi une très belle couronne puisqu'elle est entièrement réalisée en acier valyrien, encore là aussi pour rappeler de sa légitimité. En plus Alicent juste avant lui a offert la dague de son père Viserys, là aussi dans un souci de continuité pour marquer qu'il est pleinement légitime d'être le roi. Il fallait voir ce petit détail, mais derrière le roi Aegon II, on peut voir le trône du roi Jaehaerys Ier, encore une fois pour marquer cette continuité et la volonté de se placer derrière la lignée dictée par le concile de l'an 101 que nous avions vu au tout début de la série. On a aussi ce grand drapeau doré qui n'est pas là par hasard, même si dans le livre le dragon jaune est l'emblème d'Aegon II, là j'ai quand même trouvé cela subtil et peut-être que le changement sera véritablement orchestré dans la saison 2 où toutes les bannières des Targaryens seront remplacées par la bannière personnelle du roi Aegon II. La musique aussi, c'est un petit clin d'œil très subtil avec le thème des Targaryens joué par les trompettes, la haie d'honneur avec les chevaliers qui lèvent leurs épées et les baissent à chaque fois que le roi passe en dessous. C'était très important de montrer cette volonté-là et de dire que le roi a une légitimité qui s'est construite par les symboles. En plus, il y a encore une fois une subtilité, Criston Cole va prendre la couronne et c'est lui qui va la placer sur la tête de roi Aegon II. Là aussi, c'est tout un symbole puisque Criston Cole est surnommé dans le livre Fire and Blood le faiseur de roi.
En effet, dans le livre, comme je vous l'ai dit, c'est lui qui tue l'immense des Essaims et de fait met un terme à toute dissension dans le conseil restreint. Toutes les voix sont unanimes, Aegon II doit être le roi et ceux qui sont en faveur du clan de Rhaenyra vont avoir la gorge tranchée. Donc là aussi, c'est pour cela qu'il est appelé le faiseur de roi et j'ai beaucoup apprécié cette symbolique et notamment le fait que ça soit lui qui vient placer la couronne sur la tête du jeune roi. Et là où on pouvait penser qu'Aegon II était assez gêné par la scène, eh bien il va vraiment embrasser sa destinée et accepter le fait qu'il devienne le nouveau roi. Et c'était pas mal de montrer toute cette acclamation populaire. C'est comme ça qu'il s'est construit sa légitimité et qu'il s'est convaincu de cela. Il a utilisé des symboles et l'acclamation populaire est là pour marquer la validation du peuple. Il est donc heureux d'être le roi et ça se voit sur son visage. Donc là aussi, une mise en scène qui est vraiment très réussie. Mais l'épisode ne pouvait pas se conclure sans Rhaenys et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'elle va chercher son dragon Meleys qu'elle ne voulait pas abandonner en s'enfuyant de Port-Réal et que, en faisant cela, eh bien elle va montrer vraiment à quel clan elle appartient, celui de Rhaenyra, mais aussi et surtout, ça nous permet d'avoir de très jolis plans de la Reine Rouge Meleys, ce dragon qui est absolument incroyable avec une collerette. C'est là aussi toute la subtilité de la scène. Le roi Aegon II est face à elle avec Alicent et c'était vraiment excellent de montrer qu'il y a une opposition et que Meleys ne fait que lui hurler dessus. C'était un double foreshadowing peut-être, à voir là aussi si l'avenir nous réservera quelque chose ou pas à ce sujet. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié cette séquence parce que déjà de une, ça nous permettait de mettre en valeur ce superbe dragon avec beaucoup de détails et cette collerette qui est incroyable, mais aussi et surtout mettre encore plus en valeur la princesse Rhaenys. Et je vous rassure, j'ai vu la bande-annonce de l'épisode 10 et je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises. En tout cas, c'était un épisode 9 vraiment super. J'ai quand même préféré le précédent qui était beaucoup plus chargé émotionnellement. Celui-ci, c'était un épisode très politique avec quelques coups bas et des subtilités très intéressantes. C'est pas un épisode 9 comme j'aurais pensé parce que pour moi, un épisode 9, il se passe beaucoup plus de choses et de moments chocs. Peut-être que l'épisode 10 aura cette charge-là, mais en tout cas, une chose est sûre, le conflit commence à germer et maintenant que l'un des deux camps a clairement exposé son plan, eh bien je pense que l'épisode 10 va nous révéler de très grandes surprises et que nous sommes désormais qu'au début de ce qui s'annonce, quelque chose de grandiose et explosif, mais ça, vous vous en doutez, c'est une toute autre histoire. Merci beaucoup à vous d'être restés jusqu'au bout, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'univers de Game of Thrones et House of the Dragon. Salut à vous!